me donne un top. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce webinaire qui a pour sujet l'éco pour qui, l'éco pourquoi. Ce webinaire sera animé par Monsieur Sébastien Loz, professeur en sciences économiques à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas. Pour rappel, ce webinaire durera environ une cinquantaine de minutes. Il débutera par un exposé de Monsieur Lotz et sera suivi par vos questions que vous pourrez poser dans le chat et que nous relayerons en suivant. À la fin de ce webinaire, vous recevrez par mail un lien vers le replay et sur lequel vous pourrez poser également des questions. Et je cède tout de suite la parole à Monsieur Sébastien Lotz. Bonjour. Donc pour rappel, il y a également, avant de commencer, un MOOC d'orientation qui est consacré donc, aux études de sciences économiques à l'université. Je vais reprendre un certain nombre de rubriques, donc vous pouvez les retrouver. Il y a davantage de rubriques également dans ce MOOC, puisqu'il y a également des interventions de professionnels qui ont pu suivre des études de sciences économiques à l'université. Donc qui parlent un peu de l'intérêt de cette formation. Il y a également des témoignages d'étudiants, donc vous pouvez voir ce qu'ils pensent aussi de ces études, et puis un certain nombre de rubriques donc, que je vais reprendre à présent. Comme c'est une présentation générale, je vais simplement revenir sur les principales rubriques. Donc, il y a 3 rubriques que je reprends là. La première, ce sont les matières fondamentales, donc qui sont enseignées à l'université quand on fait des études de sciences économiques et éventuellement en sciences économiques et gestion. Je reviendrai peut-être aussi sur cette distinction où vous aurez des questions. Ensuite, je reviendrai sur les spécialités en économie. Et puis, je finirai par les outils de l'économiste. Alors, je vais commencer tout d'abord, puisque pour la plupart d'entre vous, j'imagine, vous êtes lycéens. Donc, ça peut être peut-être une nouvelle matière si vous vous orientez donc, dans ces études de sciences économiques. Alors, c'est une nouvelle matière, mais en même temps, ce n'est pas grave. C'est-à-dire que quel que soit finalement votre parcours précédent au lycée en terminale, vous pouvez assez facilement suivre ce type d'études. Vous avez en seconde une sorte d'initiation à la science économique ou des études SES, enfin des initiations SES. Donc, vous avez déjà vu certains thèmes qui sont en partie forcément abordés, en tout cas en première année de licence à l'université, et puis qui seront par la suite approfondis, puisque l'objectif, c'est de vous amener à une licence 3, donc à 3 années d'études, voire au-delà si vous poursuivez en master, et donc à Bac+3, voire Bac+5. Alors simplement, même si vous pouvez débuter sans avoir une connaissance précise de l'économie, néanmoins, il faut avoir en tête que il y a quand même un aspect à l'université assez théorique et assez quantitatif. D'accord ? Donc, si vous vous lancez dans ces études, vous pouvez le faire parce que, je ne sais pas, vous êtes passionné d'histoire et vous pouvez suivre des cours d'histoire économique, vous êtes passionné par l'économie, donc forcément ça vous intéresse, mais il ne faut pas négliger donc l'aspect quand même un peu plus quantitatif, et c'est pour ça que je vais débuter par ce qu'on appelle les matières fondamentales, ou en tout cas nous ce qu'on a regroupé sous l'intitulé matières fondamentales. Alors en ce qui concerne l'économie, je vais reprendre donc les 2 principales matières en économie, qui sont tout simplement les 2 principales branches de l'économie, c'est la microéconomie et la macroéconomie. Donc, il y a généralement dans votre cursus, surtout en première et deuxième année, un certain nombre d'heures, un gros volume horaire, même consacré donc aussi bien à la micro qu'à la macro. Alors, la microéconomie, simplement pour résumer, si vous ne connaissez pas du tout ces termes, c'est l'étude des choix individuels, des comportements individuels. Ça peut être d'un individu, vous par exemple, en matière, je sais pas, de consommation d'épargne, mais ça peut être aussi d'une entreprise en matière d'emploi ou en matière de production, en matière de fixation des prix. Alors très souvent en microéconomie, on étudie les différentes structures et formes de marché. Donc, c'est peut-être plus parlant si je vous dis, par exemple, qu'on va étudier des situations de concurrence entre les firmes, entre les entreprises, donc, ou des situations de duopole, d'oligopole. Donc, en fait, il s'agit de regarder l'interaction
en matière de fixation des prix et des quantités, par exemple, qui vont être produites, compte tenu de la taille du marché ou du nombre de firmes sur le marché. Ensuite, il y a donc l'autre grand domaine qui est la macroéconomie. Donc là, il s'agit plutôt de variables agrégées. Alors, en réalité, vous les connaissez bien, hein, c'est celles dont on parle dans l'actualité. Donc, c'est par exemple le produit intérieur brut, la croissance économique, le taux de chômage, la consommation, l'investissement global, l'épargne, etc. Donc, ce sont des questions importantes, évidemment. Et surtout, ce qu'on va faire, c'est essayer de comprendre le lien entre ces variables et d'étudier, par exemple, les effets d'un certain nombre de politiques économiques qu'on pourrait mettre en œuvre si on souhaite, je sais pas, réduire le chômage, stimuler la croissance, réduire l'inflation, etc. Donc, ce sont voilà, les deux principaux domaines. Et dans ces deux matières, on va évidemment avoir besoin d'un certain nombre d'autres matières qui sont également fondamentales pour analyser ces questions-là, ces différents thèmes que je viens d'évoquer. Donc, il y a deux autres, finalement, matières qui sont très importantes quand vous faites des études d'économie. Ce sont d'une part les mathématiques et les statistiques, et puis d'autre part, bon, également, mais dans une moindre mesure, la comptabilité et la gestion. Alors, je vais revenir sur les mathématiques et les statistiques. Ce sont deux matières qui sont très importantes, alors qui sont dans le prolongement de ce que vous avez pu étudier en terminale. Alors, je sais que à présent, vous avez un certain nombre de choix, en fait, ou de spécialités à faire. Enfin, vous pouvez choisir entre différentes spécialités et donc, il y a une spécialité mathématique. Donc, il est important, hein, généralement, on insiste, la plupart des universités insistent là-dessus, il est important quand même d'avoir suivi une spécialité en mathématiques, au moins mathématiques complémentaires, je crois. Mathématiques expertes, c'est encore mieux, mais d'avoir quand même fait des mathématiques, de ne pas avoir abandonné cette matière pour bien réussir vos études dès la première année. Alors, non pas que ce soit un très, très gros handicap si vous n'en avez pas fait, mais généralement, maintenant, comme il y a des prérequis et qu'on demande à ce que vous ayez fait ça, c'est vrai que ça peut éventuellement être pris en considération au moment de votre demande de formation, enfin d'orientation sur Parcoursup. Donc, généralement, il faut regarder, hein, c'est important, hein, j'insiste sur le fait que chaque université a ses propres critères sur Parcoursup. Donc, regardez bien quels sont les prérequis et si vous allez les satisfaire ou pas. Donc, les mathématiques, c'est important. Alors, c'est important parce que justement, on va formaliser l'ensemble des relations que je viens d'évoquer avant. Et la statistique, c'est également important puisque vous allez être amené à analyser des données, à devoir les traiter, à devoir les interpréter. Éventuellement, plus tard, si vous faites un peu d'économétrie, vous allez aussi avoir besoin de ces statistiques. Donc, ça fait partie en fait du cursus. Donc, c'est la raison pour laquelle on vous demande eh bien, de suivre ou de continuer à suivre cette matière donc, tout au long du lycée. Alors, il y a une partie qui n'est pas nouvelle, dans le sens où vous allez revoir un certain nombre de cours que vous avez pu avoir précédemment, mais il y a quand même des mathématiques un peu plus avancées, un peu plus poussées que ce que vous avez pu faire auparavant. Et donc voilà, on approfondit quand même cette matière, donc c'est en cela que c'est important. Ensuite, la comptabilité et la gestion, c'est aussi une matière importante, puisque justement, ça va vous permettre un peu de regrouper, par exemple, dans des comptes, les données, qu'elles soient économiques ou financières d'une entreprise. Donc, vous allez forcément faire un peu de comptabilité générale. Ou alors, ça peut être tout simplement les comptes de la nation. Donc, vous allez faire de la comptabilité nationale. Et puis, en analyse financière, très souvent, on a besoin aussi d'exploiter ce qu'on appelle des soldes intermédiaires de gestion et pour un peu mesurer quelle est la santé financière d'une entreprise et ses capacités à poursuivre son activité, à s'endetter, etc. Donc, globalement, ce sont, on va dire, ces 4 matières que vous allez retrouver alors, à plus ou moins haute dose dans les différents cursus universitaires, mais disons que ça va être un peu le tronc commun. Alors ensuite, selon les universités, vous pouvez avoir évidemment un certain nombre d'autres matières, des matières donc soit qui vous sont imposées, soit qui sont en option, par exemple. Mais d'une manière générale, pendant les 2 premières années, on retrouve un socle assez commun selon les universités. Ensuite, donc, il y a une deuxième rubrique que je vais aborder maintenant, ce sont les cours
de spécialité, ou en tout cas la spécialisation en économie à l'université. Alors, cette spécialisation, elle se fait dans beaucoup d'universités, on va dire en L3, donc en fin de licence, soit à travers des parcours, soit à travers des options. Donc là encore, soit vous choisissez des options de manière un peu à commencer à vous spécialiser, soit on vous propose des parcours, donc des parcours dans une spécialité. Ce qui veut dire que voilà, vous commencez déjà à vous orienter. Donc ça peut être, je sais pas, moi, un parcours économie internationale, un parcours économie de l'entreprise, un parcours finance, un parcours analyse économique, etc., etc. L'idée, voilà, c'est déjà de savoir à l'avance un peu quelle est l'orientation en master éventuellement, si vous comptez poursuivre par la suite en master, quelle orientation choisir et voir surtout si les cours que vous allez être amené à suivre vous intéressent ou pas. Donc cette spécialisation, elle vous permet aussi d'accroître votre capacité à entrer dans le monde professionnel, puisque vous allez a priori être capable de vraiment vous spécialiser dans un domaine, dans une activité donnée. Alors, cette spécialisation, même si elle se fait, je l'ai dit parfois en fin de licence, elle se fait fondamentalement en master. Aujourd'hui, vous le savez, les universités sélectionnent donc à l'entrée du M1, c'est comme Parcoursup, sauf que c'est pour le master, donc ça s'appelle Mon Master. Il y a une sélection à nouveau, et donc les masters, ce sont des masters maintenant en 2 ans. Donc on rentre en master 1 et puis on poursuit en master 2. C'est à ce moment-là que la spécialisation est forte, parce qu'il y a en fait une nomenclature au niveau national que les universités doivent respecter. Et donc, selon les universités, il y a des spécialités différentes. Alors, parfois, il y a des spécialités que vous trouvez que dans certaines universités, et puis d'autres spécialités que vous pouvez trouver dans plusieurs universités. Alors, je vous reprends un peu, juste pour citer quelques exemples, je reprends la nomenclature nationale. Mais par exemple, vous avez des masters qui vont avoir comme intitulé Master Monnaie, Banque, Finance, Assurance. Donc, c'est déjà assez large, mais vous voyez que c'est quand même déjà une spécialité. Ensuite, vous avez des masters, par exemple, en économétrie. Master en économie du développement, en économie internationale, en économie du droit, en économie sociale et solidaire, en économie de la santé, en économie de l'environnement. Bon, voilà, je pourrais continuer. Donc, vous pouvez consulter cette nomenclature nationale. Et là, déjà, vous voyez qu'il y a quand même des domaines, des champs de recherche qui sont très différents les uns des autres. Là encore, l'objectif, c'est de renforcer votre insertion professionnelle. Et dans la plupart maintenant des masters, eh bien, il y a en règle générale un stage obligatoire. Alors souvent, ça se fait en M2 ou pendant le M2 ou à la fin du M2 ou parfois entre le M1 et le M2. Et puis, il y a de plus en plus des parcours en alternance aussi. Donc, il y a à la fois il y a des parcours en formation initiale avec donc ce stage dont je vous parle, ou alors directement des parcours en alternance qui se font soit au niveau du M1, soit au niveau du M1 et du M2, ou alors soit uniquement au niveau du M2. Donc parfois, vous faites 2 années d'alternance, ou vous pouvez faire 1 année d'alternance. Alors là encore, ça dépend des universités, ça dépend des spécialisations. Il faut vraiment regarder, parfois les deux sont offerts, à la fois la formation initiale et la formation d'alternance. Parfois, il n'y a qu'une formation initiale, parfois qu'une formation en alternance. Donc ça, c'est propre au choix des universités. L'avantage, évidemment, c'est que vous êtes à la fois en entreprise et à l'université. Donc, ça vous permet déjà d'acquérir une certaine expérience du monde professionnel. Et puis, évidemment, dans votre CV, c'est toujours un plus d'avoir, en sortant de vos études, une année d'expérience poussée dans votre domaine de spécialisation. Alors, ces débouchés, ils sont nombreux. Vous avez vu qu'il y a différents types de spécialisation, enfin différents types de parcours qui sont très différents les uns des autres. Mais en règle générale, vous voyez que l'économie vous permet d'accéder à de nombreux métiers très différents les uns des autres, que ce soit dans le domaine de la santé, dans le domaine du droit, dans le domaine de l'économie d'entreprise, dans le domaine de l'économie internationale, dans la banque, dans la finance, etc. Donc, je ne sais pas, vous pouvez être un chargé d'études économiques et financières, vous pouvez devenir économètre, par exemple, dans une entreprise, auditeur, trader, gestionnaire d'actifs, analyste financier, vous pouvez tout simplement devenir entrepreneur, travailler dans une start-up, dans les fintech, passer des concours de la fonction publique, d'organismes internationaux, travailler dans des hôpitaux, bref, il y a un grand nombre de métiers
comme débouché. Et donc, en fonction des spécialisations que vous aurez choisies, vous voyez que de nombreuses portes pourront s'ouvrir pour vous. Alors, j'ai parlé de cette deuxième rubrique, hein, cette spécialisation en économie. Je vais donc aborder un troisième point, donc une troisième rubrique qu'on a appelée outils de l'économiste. Donc, il faut savoir que même si j'ai beaucoup parlé de l'économie, des mathématiques, des statistiques, de la comptabilité, etc., on a besoin aussi d'un certain nombre d'outils pour justement pouvoir approfondir notre recherche dans un domaine de l'économie. On a aussi maintenant, aujourd'hui, de plus en plus de données à notre disposition, de data, et donc il faut les traiter. Et parmi ces outils, il y a évidemment l'informatique qui est extrêmement important. Donc souvent, dans les cursus d'économie, alors vous trouvez des cours d'informatique, alors à un degré plus ou moins poussé, et puis dans certaines universités, on en fait moins que dans d'autres. Mais en règle générale, l'informatique, c'est assez large, hein. En règle générale, vous commencez avec un peu de bureautique, mais vous savez généralement manier ces outils avant d'entrer à l'université. Mais ce qu'on vous apporte davantage, c'est la programmation. Donc, il y a des cours de programmation, différents langages de programmation, être capable de gérer différents logiciels. Alors, on vous demande de les maîtriser, évidemment, à un certain niveau, hein, on ne va pas faire de vous des informaticiens. Malgré tout, il y a des cursus très renforcés dans le domaine quantitatif et dans le domaine informatique. Alors là encore, hein, ça dépend des spécialisations qui sont offertes par les universités. Mais l'informatique aujourd'hui, c'est quelque chose de très important, aussi bien pour vos études, hein, pour je ne sais pas, faire des projets de recherche qui mobilisent à la fois des données statistiques, des programmes mathématiques, des questions économiques. Mais par la suite, dans le monde professionnel, très souvent, on vous demande de savoir maîtriser des logiciels assez répandus, mais ça peut être aussi des langages de programmation qui sont très utilisés. Et dans tous les cas, même si chaque entreprise a ses propres logiciels, généralement, vous êtes capable de vous adapter assez vite parce que le langage est proche de celui que vous aurez pu apprendre auparavant. Donc ça, c'est quelque chose d'important quand on fait des études d'économie. Et puis enfin, donc, dans ces outils de l'économie, ce qui est important aussi, c'est l'anglais. Donc c'est une langue ici, une langue vivante. Évidemment, il y en a d'autres, hein. C'est important de faire des langues, de suivre des cours de langue. Généralement, dans les cursus à l'université, vous avez des cours qui vous sont proposés. Alors, soit c'est obligatoire, en règle générale, c'est le cas, soit ça va être de toute manière au moins optionnel, et c'est la même chose pour les secondes langues, voire plus. Donc, vous avez toujours la possibilité, alors là, pour la deuxième langue, c'est plutôt optionnel, mais de poursuivre une deuxième langue à tous les niveaux, hein, c'est-à-dire aussi bien en licence qu'en master. Bon, alors pourquoi je parle de l'anglais? Parce que l'anglais, c'est ici, alors c'est des cours, pas d'anglais comme vous avez peut-être l'habitude de le faire, mais c'est plutôt de l'anglais économique. Donc, il s'agit d'apprendre le vocabulaire économique, le vocabulaire en anglais de l'économique. Et pourquoi? Parce que tout simplement, c'est la langue de travail à la fois des économistes, des chercheurs, mais il y a de plus en plus également de cours qui sont proposés en anglais dans les universités. Et puis, peut-être que vous-même, vous serez amené aussi à vouloir partir, je ne sais pas, un semestre ou un an à l'étranger s'il y a un programme d'échange ou dans le cadre d'un programme Erasmus. Et donc, forcément, vous allez être amené à devoir suivre des cours généralement en anglais, ou d'autres langues, hein. En règle générale, c'est plutôt en anglais. En tout cas, c'est ce que la plupart des universités européennes proposent. Et donc, c'est important que vous soyez capable de suivre ce type de cours. De la même manière, donc au sein des universités françaises, maintenant, il y a de plus en plus de cours. Alors, en anglais, c'est plutôt, on va dire, en master, mais ça peut commencer aussi un peu plus tôt, selon les programmes. Et puis, de toute manière, dans le monde professionnel, c'est la même chose. L'anglais est aujourd'hui indispensable dans beaucoup de métiers, soit parce que vous travaillez avec l'international, soit parce que vous êtes dans un grand groupe international, soit de toute manière parce que vous allez être amené à devoir
parler avec des fournisseurs, par exemple, qui sont dans différents pays et qui utilisent également l'anglais comme outil. Voilà un peu les principales rubriques donc, que vous retrouverez dans le MOOC que j'ai évoqué donc, en début de séance. Alors, sachez néanmoins, avant que je finisse de parler, que il y a de plus en plus aussi dans les universités à la fois des doubles cursus qui vous sont proposés, ou alors des cursus assez sélectifs, en tout cas qualifiés de sélectifs, parce qu'ils regroupent un petit nombre d'étudiants qui vont se spécialiser peut-être un peu plus tôt, en tout cas qui vont suivre un plus grand nombre de cours que les autres. Donc, parallèlement à la licence normale, très souvent, on retrouve ces cursus. Donc, soit double cursus, c'est-à-dire que très souvent dans les universités, plusieurs disciplines sont enseignées, ce qui veut dire qu'elles sont capables en fait de vous proposer ces doubles licences. Donc, vous suivez en fait 2 licences. Alors, vous ne suivez pas les 2 licences, par exemple, je ne sais pas, économie et je sais pas, histoire. Donc, vous ne suivez pas une licence, par exemple, d'économie, une licence d'histoire, une licence d'économie, une licence de droit. Généralement, ce sont des licences, des doubles licences qui sont un peu adaptées. C'est-à-dire que vous suivez la majorité des cours de la licence d'économie, la majorité des cours de la licence de droit, mais pas l'intégralité, parce que sinon, évidemment, ça serait beaucoup trop important comme travail pour vous, ça serait une charge de travail insurmontable. Donc, c'est légèrement allégé, mais au final, vous avez la possibilité, si vous poursuivez donc, pendant les 3 années, d'obtenir une double licence et donc d'être voilà, aussi bien spécialisé dans un domaine que dans un autre. Et donc, c'est un avantage, mais c'est aussi évidemment une charge de travail importante et c'est la raison pour laquelle ce sont souvent des diplômes sélectifs. C'est parce que il faut que vous soyez relativement bon et capable aussi de réussir ces 2 cursus en parallèle. Voilà, c'est quelque chose qui est assez ambitieux, mais qui existe. Et de la même manière, il y a un certain nombre, alors ce sont souvent ce qu'on appelle des diplômes d'université sélectifs qui sont proposés parallèlement au cursus habituel. Et donc là, c'est un renforcement. Alors ça peut être en mathématiques, en statistiques, en économie, aussi bien en micro qu'en macro, ça peut être en informatique, enfin bref, c'est un renforcement dans certaines matières. Donc vous suivez la licence traditionnelle, plus vous avez un certain nombre d'heures supplémentaires dans ces différentes matières. Et là encore, ça vous donne un diplôme, un autre diplôme, parallèlement au diplôme de licence, et qui est un atout aussi pour vous, pour intégrer par la suite des masters, aussi bien à l'université qu'ailleurs. Voilà, je pense avoir terminé ma présentation. J'ai fait le tour à peu près, j'imagine, des questions que vous avez pu vous poser, enfin en tout cas je l'espère. Vous avez dû donc dans le chat pendant ma présentation poser un certain nombre de questions, donc si vous le voulez bien, je vais pouvoir y répondre dès à présent. Alors je crois qu'on doit me fournir les questions, en tout cas me les synthétiser. Absolument, Monsieur Loss. Donc, je vais vous restituer les questions dans l'ordre où elles ont été posées. Et la première était de Mahamat qui nous demande, pouvez-vous nous parler en quelques mots sur la mésoéconomie? Alors, je suis pas vraiment là pour faire un cours d'économie. Je suis plutôt là pour répondre à vos questions d'orientation. Donc j'imagine qu'il y en a beaucoup. Enfin, j'imagine que là vous êtes dans le processus Parcoursup, que vous devez faire vos choix, voilà, vous vous posez un certain nombre de questions, peut-être sur les prérequis, sur la manière dont les universités sélectionnent les candidatures, sur les différences éventuellement entre les cursus, les universités. Alors par exemple, j'en profite puisque j'aborde cette question-là. Alors je ne sais pas si c'est une question qui a été posée, mais j'en profite pour parler un peu plus de la licence. Donc je vous ai dit un cursus ici de sciences. Enfin, j'ai parlé beaucoup des cursus de sciences économiques, mais très souvent il y a des licences donc qui sont d'économie et de gestion, et puis il y a aussi des licences de gestion. Donc il y a à la fois des licences d'économie, des licences d'économie-gestion, des licences de gestion. Alors la plupart du temps, je pense que vous allez retrouver dans les universités des licences plutôt orientées économie-gestion.
Parfois, certaines ont fait le choix donc d'avoir un intitulé uniquement économie. Et puis, il y a aussi des licences de gestion. Et puis, parallèlement à tout ça, il y a aussi des cursus un peu particuliers, comme les IAE, qui sont également, alors là, sélectifs, et qui sont aussi spécialisés davantage en gestion. Simplement, donc, sachez qu'en ce qui concerne les licences d'économie-gestion, donc, ou d'économie, en gros, ce sont des licences d'économie, mais avec, comme je l'ai dit, un certain nombre de cours en gestion. Alors, néanmoins, même si c'est économie-gestion, vous voyez, c'est plutôt des cours de comptabilité, comptabilité nationale, comptabilité de l'entreprise. Après, il y a des cours de comptabilité approfondie. Généralement, il y a des cours de gestion financière. Donc, c'est plutôt orienté, on va dire, finance, entreprise. C'est très différent donc d'une licence, cette fois-ci, de gestion, où là, au contraire, vous allez avoir alors, très souvent un peu d'économie, parce que soit la licence de gestion apparaît en 3e année, donc c'est-à-dire vous commencez avec plutôt une licence d'économie-gestion, et ensuite vous vous orientez dans un cursus, dans une licence 3 de gestion. Et là, dans ce cas-là, il y a beaucoup moins d'économie que si vous êtes dans une licence d'économie L3, 3e année donc d'économie ou d'économie-gestion. Donc, dans cette L3 de gestion, vous allez faire essentiellement de la gestion. Et là, la gestion, c'est beaucoup plus large. Hein. Ça peut être du marketing, ça peut être de la logistique, ça peut être... voilà, c'est de la gestion vraiment au sens large. Donc, ça va aussi dépendre des spécialités de chaque université. Donc, il faut bien regarder, en fait, le contenu des programmes. C'est important. Alors, probablement qu'en éco-gestion, vous allez retrouver, tant qu'il n'y a pas de spécialité, un peu la même chose, mais à des degrés un peu divergents en termes d'horaire, en termes d'options, en termes de nombre de cours, et puis aussi après, en termes de spécialité, comme je l'ai dit, il n'y a pas les mêmes spécialités partout, donc il faut un peu regarder ce qui est proposé par chaque établissement. Et regarder aussi le contenu de ces cours, voir si c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse. Regardez aussi si parfois il y a, bon, comme je l'ai dit, il y a des cours en anglais, il y a des cours faits par des professionnels, il y a des cours faits par des universitaires. Bref, c'est intéressant de voir un peu quelle est l'orientation du diplôme. Alors, je reviens maintenant sur ma licence. Donc, je disais, voilà, il y a des licences plus orientées gestion. Et puis, il y a donc aussi des licences de gestion dès la première année. Donc, qui sont là encore plus orientés gestion, mais avec quand même un contenu économique, puisque même en gestion, vous êtes obligé d'avoir fait un peu de micro, un peu de macroéconomie, un peu de mathématiques, statistiques, etc. Mais c'est un peu allégé par rapport à un cursus purement économique. Et puis, donc, les IAE, bah, c'est encore à part. Hein, donc là, c'est vraiment sélectif et c'est de la gestion également en règle générale. Mais c'est un cursus un peu plus court, parce que je vous rappelle que les IAE, normalement, c'est en 3 ans. Donc, ça vous amène aussi à un niveau licence. Et c'est un peu plus professionnalisant aussi qu'à l'université, enfin que la licence pure. Donc, Oui, alors je vais vous poser donc une deuxième question, qui est de Sophie. Donc vous avez évoqué l'importance des mathématiques ainsi que de l'anglais et des langues étrangères en général. Et la question de Sophie est quel niveau faut-il avoir? Donc elle parle de niveau en mathématiques et en langues étrangères pour entrer en fac d'économie. Est-ce que c'est rédhibitoire si on n'a pas fait de mathématiques en terminale? Alors, dans la plupart des cas, je dirais oui. Enfin, c'est pas que c'est... Alors, là encore, c'est rédhibitoire dans le sens où la plupart des universités, dans leurs prérequis, demandent à ce que vous ayez au moins suivi maths complémentaires en terminale. Donc, si vous n'avez pas suivi ce cours, il est probable que vous ayez peu de chances d'être sélectionné dans l'université si tous les autres candidats ont suivi ces cours de mathématiques complémentaires ou de mathématiques expertes et que c'est un prérequis pour rentrer dans cette université. Alors, je ne connais pas les prérequis de toutes les universités, donc peut-être que dans certaines universités, ce n'est pas un prérequis. Néanmoins, c'est quand même un handicap parce que, quelle que soit l'université, il va y avoir des cours de mathématiques et de statistiques. Donc, c'est toujours mieux d'arriver avec un bon niveau, de ne pas avoir de retard, de ne pas avoir à rattraper son retard,
parce que dans tous les cas, même si on le sait bien, on remet à niveau un peu l'ensemble des étudiants pendant les premières séances, si vous avez trop de retard, vous allez avoir du mal à vous remettre à niveau. Et puis, c'est une matière que vous allez à nouveau apprendre, enfin, que vous allez suivre, qui est enseignée pendant 3 ans, voire 4 ans, voire 5 ans. Alors, pas à des degrés très intenses, enfin, ça dépend, peut-être plus au départ, moins après. Ça dépend aussi de votre orientation. Si vous voulez faire, je ne sais pas moi, un cursus très quantitatif, vous allez continuer à faire probablement des mathématiques un peu plus poussées. Si vous voulez faire de la finance aussi, enfin, ça va dépendre un peu voilà, de cette spécialisation, de cette orientation. Mais en règle générale, c'est vrai qu'on demande à ce que c'est quand même c'est de la science économique, donc il y a un aspect quand même scientifique et on modélise quand même. Donc on fait je sais pas, moi, on a besoin des dérivés, vous voyez, on a besoin d'optimiser. Donc les mathématiques sont importantes. Après, on fait du calcul matriciel, on a besoin des matrices. On a besoin de ces outils-là. On exploite des données aussi quand on fait de l'empirique. Donc il faut être capable voilà, de comprendre un peu les statistiques parce qu'elles sont utiles par la suite. En ce qui concerne les langues, alors je ne pense pas qu'il y ait de prérequis vraiment, mais c'est vrai que à l'université, généralement, vous devez suivre des cours d'anglais. Si vous suivez des cours d'anglais, c'est mieux d'avoir un bon niveau qu'un mauvais niveau. Après, il y a des groupes de niveaux, forcément, donc c'est pas rédhibitoire dans le sens où vous pouvez rattraper votre retard. Mais bon, c'est pas le poids de l'anglais n'est pas énorme dans le cursus, mais disons que c'est une langue qui va vous être utile et donc c'est une langue qui est enseignée. Et comme je l'ai dit, tout dépend un peu de ce que vous voulez faire. Mais si vous voulez partir en programme d'échange, là encore, on va sélectionner les candidats pour ces séjours à l'étranger. Et forcément, votre niveau d'anglais va jouer un rôle important dans la sélection. Si vous n'êtes pas capable de suivre un cours en anglais ou si vous comprenez mal cette langue, alors même qu'on va vous enseigner dans cette langue, vous aurez peu de chances d'être accepté pour le programme d'échange. Mais voilà, donc généralement, vous avez quand même des bases. Et puis, si vous avez déjà, si vous continuez à suivre de l'anglais pendant 3 ans, voire 4 ans, voire 5 ans, généralement, vous sortez de l'université avec un niveau relativement bon ou correct. Mais pour l'entrée, en tout cas, ce n'est pas quelque chose qui est indispensable. Mais là encore, il faut regarder si c'est un des prérequis, mais je doute que ce soit vraiment le cas. Alors, question suivante, une question d'Aurore qui s'intéresse donc à l'économie internationale. Elle nous demande quels sont les sujets abordés en économie internationale et quels en sont les débouchés en termes de métier. Alors, l'économie internationale, alors ça regroupe beaucoup de choses. Hein. Donc, ça peut être de la macroéconomie. Donc, j'ai parlé de la macroéconomie. Donc, très souvent, on raisonne en macroéconomie, on va dire. Ça va être un peu plus technique, mais généralement, on raisonne en économie fermée. Donc, on ne tient pas compte, pour simplifier au départ, généralement, des relations internationales. Et puis après, on fait de l'économie, justement, ce qu'on appelle l'économie internationale, l'économie ouverte. Donc là, on va s'intéresser aux relations entre les pays. Et en particulier, on va s'intéresser aux échanges de biens et de services, puisqu'il y a du commerce international. On va s'intéresser aux échanges de monnaie, et donc à la question des taux de change, etc. Donc bref, c'est simplement donc de la macroéconomie qui va être appliquée à un environnement ouvert et donc qui va prendre en compte toutes ces interactions en matière d'échange de biens et de services ou de capitaux. Donc ça, c'est une partie de l'étude. Donc voilà, c'est comprendre un peu tous les phénomènes que l'on observe au niveau international et les déséquilibres qui peuvent apparaître à un moment donné. Il y a aussi des questions plutôt de théorie du commerce international. Alors donc là, ça peut être avec un aspect plus microéconomique. Comprendre par exemple, je sais pas moi, les ententes au niveau international, comprendre le problème de la spécialisation et de l'intérêt à la spécialisation des pays. Voilà, donc c'est tout ce qui est en fait lié au commerce international.
aussi bien de biens et de services que ouais, je l'ai dit, de services, mais que d'échanges de flux financiers, de flux monétaires. Et puis après, évidemment, il y a des institutions internationales. Donc, en termes de débouchés, je dirais que les gens qui s'orientent là, soit ils veulent travailler dans un gros groupe international au niveau international, faire du commerce international, du management international. Donc, vous pouvez là encore vous orienter plutôt dans une dans une spécialisation finance internationale du point de vue de l'entreprise. Ça peut être du point de vue d'une organisation. Vous pouvez éventuellement passer des concours, je ne sais pas moi, pour intégrer la Banque mondiale, le Fonds monétaire international. Il faut que vous ayez une idée un peu des grandes problématiques au niveau mondial et de cette question des relations internationales. Mais après, là encore, si vous voulez donc choisir une spécialisation économie internationale, alors j'ai parlé de la nomenclature nationale. Donc effectivement, il y a dans la nomenclature nationale une spécialisation économie internationale. Mais après, très souvent, les universités ont une sous-spécialité. Donc ce qu'il faut regarder, c'est sous ce label, quelle est en fait la spécialisation du master en économie internationale. Donc là, chaque université peut avoir des spécialisations différentes, donc dans différents domaines de l'économie internationale. Donc ça, c'est à vous aussi de regarder à la fois quel est, en fait, ça va être un parcours de la spécialisation. Vous avez une spécialisation, mais qui a un parcours précis, donc une orientation précise. Et là, ce qu'il faut regarder, c'est l'intitulé de ce parcours et le contenu des cours. Voir si ça correspond un peu à ce que vous souhaitez faire ou pas. Parce que l'économie internationale, c'est très large, là encore. Vous voyez, on peut étudier des choses très, très différentes. Et puis, il y a aussi beaucoup de matière. Donc c'est un domaine qui est important. Donc, il y a forcément, là aussi, des niches, c'est-à-dire des spécialisations très, très ciblées selon les universités. Alors, nous avons une question de Mahamat. Vous avez évoqué tout à l'heure l'informatique, les langages, la programmation. Et Mahamat s'intéresse plutôt au logiciel et se demande quel logiciel serait utile pour un économiste. Non, alors quand je disais logiciel, ce que vous allez faire au tout début, généralement, c'est de la bureautique. Donc, vous allez utiliser Word, vous allez utiliser Excel, Access, etc. Donc, l'idée, c'est un peu de connaître voilà, comment est-ce qu'on, à partir de certaines données, on peut construire des tableaux croisés, comment on peut faire des représentations graphiques, comment est-ce qu'on peut trier les données, calculer, je ne sais pas, un certain nombre de statistiques, une moyenne, un écart-type à partir de l'ensemble des données qu'on aurait récupérées à droite à gauche. Bon, ça c'est assez standard, on va dire. Après, donc ce que vous allez faire, c'est plutôt de la programmation. Alors ça peut être la programmation Python. Alors je sais que maintenant, dans la plupart, de plus en plus au lycée, vous faites un peu de programmation aussi. En tout cas, c'est dans les programmes, un peu de programmation donc sous Python. Ça peut être par exemple de la programmation en VBA. Voilà, après, ça peut être du langage, je sais pas, SQL. Moi, je suis pas informaticien, mais C#. Enfin voilà, il y a plein de selon les spécialités aussi, vous allez être amené à utiliser un logiciel plutôt qu'un autre. Après, il y a par exemple traitement des données, il y a Stata, il y a SAS. Enfin voilà, il y en a énormément. Donc ça va vraiment dépendre d'abord de ce que l'enseignant utilise et puis de la matière. Mais bon, d'une manière générale, si je mets de côté les spécialités, où là, vous avez besoin parfois d'un logiciel bien précis, en règle générale, voilà, ce qui est programmation, on va dire, maintenant, c'est R, Python, enfin, c'est principalement c'est là-dessus qu'on travaille. Question suivante. Céline se demande s'il y a en sciences économiques des cursus qui proposent de l'alternance. Et elle ajoute aussi à partir de quel niveau d'études s'il en existe. Oui, alors, comme je le disais, il y a de plus en plus de parcours en alternance. Donc, en règle générale,
quand il y a l'alternance, c'est en M2, donc en deuxième année de master. Parfois, il peut aussi, dans certains cursus, y avoir de l'alternance dès le M1. Donc, en règle générale, c'est soit en M1 et donc en M2, ou soit c'est à partir de la M2. Donc, soit vous faites une année ou 2 années d'alternance, si vous le souhaitez. Mais là encore, c'est chaque université propose ou pas, en fonction des spécialisations, un parcours en alternance ou un parcours en formation initiale ou les deux. Donc il se peut que parfois vous n'ayez qu'un parcours en alternance, donc vous n'avez pas le choix. Et l'alternance, c'est pendant 2 ans. Parfois, vous pouvez avoir, là encore, un parcours en formation initiale en M1, puis une alternance en M2, et donc une formation en alternance en M2. Ou alors, parfois, vous pouvez avoir en M1 un parcours initial, une formation initiale en M1. Également, on vous propose en M2 soit la formation initiale, ou que ça même, pas d'alternance, ou alors formation initiale ou alternance. Donc voilà, il y a un peu, on retrouve un peu tout. Voilà, donc ça dépend vraiment des cursus, des universités. Donc, dans certaines, il y a de l'alternance en règle générale, dans d'autres, il y en a moins. Parfois, il y en a dans des spécialités, il n'y en a pas dans d'autres. Mais c'est vrai que de plus en plus, on retrouve quand même aujourd'hui des parcours en règle générale en alternance dans la plupart des universités, dans la plupart des cursus, au moins au niveau M2. Question suivante de Jean-Yves qui se demande quelle est la différence entre une licence classique et une double licence dans le domaine en question. Avez-vous des exemples? Je vous la restitue comme elle est posée. Attendez, excusez-moi, vous pouvez reprendre la question, vous me parliez de la double licence, c'est ça? Absolument, je vous la redis comme elle m'est posée. Quelle est la différence entre une licence classique et une double licence dans le domaine en question? Avez-vous des exemples? Oui, alors ce que je disais, Imaginons que c'est le domaine est l'économie. oui, quand on fait une double licence, généralement, ce que je disais, par exemple, vous faites une double licence économie et droit, par exemple. Eh bien, donc là encore, souvent, ce sont des cursus sélectifs, hein, donc c'est pas automatique, il faut être sélectionné. Parce que, je l'ai dit, c'est une charge de travail qui est quand même importante, dans la mesure où vous allez avoir, je sais pas moi, 80% des cours d'économie que vous allez devoir suivre avec les économistes, donc avec la licence d'économie, et 80% des cours de droit que vous allez devoir suivre avec les étudiants qui sont en licence de droit. Alors pourquoi 80%? Parce qu'on déjà, vous voyez, vous faites 2 fois 80%, donc ça fait quand même beaucoup plus que ceux qui font que 100% de leur licence. Donc c'est beaucoup de travail en plus. Et les 20% qu'on enlève, les 20%, très souvent, ce sont des matières qui sont moins importantes ou des compléments ou des options, donc qui ne sont pas, on va dire, fondamentales, ou éventuellement vous pourrez poursuivre par la suite. Donc voilà, c'est 2 licences. Donc vous suivez quasiment 2 licences, vous voyez, 80% de chaque licence. Et cela donc pendant les 3 années. Donc vous avez ce parcours qui vous est propre. Et à la fin, eh bien, vous obtenez à la fois une licence en droit et une licence en économie. Donc vous avez cette double casquette en fait. Donc vous êtes aussi bien formé en droit qu'en économie. Ce qui vous ouvre beaucoup de portes évidemment, puisque après, alors en master, en règle générale, il faut choisir, soit vous orienter plus vers l'économie, soit plus vers le droit. Alors, il y a aussi des formations, par exemple, économie et droit, mais qui est quand même, ces formations économie et droit, elles sont quand même soit plus orientées vers l'économie, soit plus orientées vers le droit. Mais voilà, ça vous permet d'avoir un choix plus important et puis aussi de voir au cours du temps, au cours de ces différentes années, ce qui vous intéresse peut-être davantage ou ce qui est le mieux pour vous compte tenu de ce que vous voulez faire par la suite. Et donc là, ça va peut-être vous permettre de mieux vous orienter vers l'un ou vers l'autre de ces domaines. Alors, je précise, là j'ai parlé éco-droit, mais par exemple dans certaines universités, on peut avoir de l'économie et je sais pas moi, et de l'histoire de l'art. Ça peut être de l'économie
et des mathématiques, par exemple, dans une faculté, université de sciences. Donc, pour avoir une licence en maths et une licence en économie. Enfin, vous voyez, après, c'est là encore, université qui propose des doubles licences avec 2 matières en parallèle, mais qui ont une certaine cohérence entre elles. L'idée, c'est que ce soit cohérent de suivre un cursus, un double cursus, avec 2 disciplines qui se complètent assez bien ou qui peuvent avoir un intérêt pour justement un certain nombre de professions. Alors, question suivante, qui est une question qui nous a été posée par plusieurs internautes. Il y a Magali Noam et Noam notamment. Quelle différence entre la licence éco et gestion, économie et gestion, et la licence MIACH, qui est donc mathématiques et informatique appliquée aux sciences humaines et sociales? Oui, alors MIACH, c'est effectivement un autre cursus. Donc, alors là, c'est encore plus quantitatif, c'est effectivement plus tourné vers les mathématiques, vers l'informatique, les statistiques. Donc, il y a beaucoup plus, là, c'est beaucoup plus poussé en informatique, plus poussé en mathématiques. Il y a des sciences sociales, mais vous en faites effectivement, c'est moins poussé en économie que dans une filière purement économique. Donc, c'est très quantitatif. Maintenant, je ne l'ai pas dit, mais il y a beaucoup de passerelles aussi entre les cursus et les universités. Donc, par exemple, si vous faites un cursus MIACH, parce que vous aimez l'informatique, vous aimez les mathématiques, vous voulez un peu découvrir les sciences sociales, bref, vous orientez là, dans ce cursus, il est probable que après, par exemple, à la fin de la licence, vous souhaitez un peu, là je l'ai dit, comme avant, hein, vous réorienter. Peut-être pas continuer de manière aussi poussée en statistique, en mathématiques ou en informatique. Voilà, vous avez possibilité éventuellement de réintégrer un master qui est plus économique, par exemple. Ou au contraire, peut-être que vous voulez prolonger en mathématiques et en informatique, et là, ça vous permet aussi d'accéder à des masters plutôt orientés informatique ou mathématiques, en sciences mathématiques. Enfin voilà, donc plutôt en sciences. Donc, ça ouvre aussi peut-être davantage de débouchés, mais c'est souvent hein, les étudiants qui vont en MIACH, ce sont des étudiants qui sont quand même très bons, on va dire en sciences, donc en maths, en stats, en informatique. Voilà, donc si vous aimez ça, c'est une bonne chose. Et puis, évidemment, il y a cet aspect sciences sociales en plus qui un peu vous permet d'ouvrir un peu davantage, enfin d'ouvrir davantage votre esprit à d'autres disciplines. Mais je pense que c'est plus facile de commencer par MIACH et d'intégrer après justement un master en économie que de faire un master en économie et vouloir intégrer par exemple un master en informatique ou un master en mathématiques. Ça va être plus difficile que quelqu'un qui a fait MIACH. Alors, ça sera notre dernière question, car hélas, le temps file. C'est Brahim qui requiert vos conseils et nous dit: bonjour, quel conseil pour un élève ingénieur, statisticien, économiste pour aller loin en économie? Un élève, ingénieur, un statisticien. Mais ingénieur statisticien, c'est-à-dire il a déjà terminé a priori ses 5 années d'études supérieures. Donc j'imagine que ce genre de personnes, si elle veut poursuivre en économie, en règle générale, c'est plutôt, je dirais, au niveau doctorat. Après, qu'est-ce que vous pouvez faire de plus que le master? C'est le doctorat. Voilà, donc si vous voulez poursuivre vraiment dans la recherche en économie, il faut vous orienter dans un doctorat d'économie avec peut-être une orientation plus, là, si vous êtes ingénieur statisticien, une orientation plus économie appliquée, ou au contraire, si vous êtes un théoricien, économie théorique, mais
voilà, il y a toujours la possibilité, mais pour tout le monde, hein, pas besoin d'être ingénieur statisticien, mais de poursuivre vos études au doctorat. Mais là, ça vous amène alors encore plus loin au niveau bac plus 8. Et puis après, ça dépend ce que vous voulez faire. C'est vrai que si vous voulez faire une carrière universitaire, bah, c'est le passage obligé. Si vous voulez travailler dans des institutions internationales, très souvent, c'est aussi un passage obligé. Maintenant, c'est aussi parfois un atout pour travailler dans des entreprises. Éventuellement, je ne sais pas, dans des institutions nationales aussi, ou pour passer des concours. Mais voilà, je ne vois pas très bien ce que vous pouvez faire de plus. Et c'est déjà pas mal d'être tout ça. Eh bien, ça va être le mot de la fin pour ce webinaire. Nous vous remercions chaleureusement, Monsieur Lotz, et pour tous ceux qui ont assisté, n'hésitez pas à créer un compte sur la plateforme MOOC pour pouvoir voir le webinaire, le MOOC, pardon, sur la plateforme Fun pour voir le MOOC. Je fais une petite inversion qui est donc l'économie pour qui, pourquoi. Et vous trouverez donc un développement de tout ce qui s'est dit ici. Et je vais vous laisser le plaisir de la conclusion. Bah, écoutez, merci à tous donc d'avoir suivi ce webinaire. Donc, comme on vient de vous le dire, il y a peut-être, vous avez peut-être d'autres questions. Vous pouvez les poser, je crois, sur le MOOC Fun. Vous pouvez également suivre les différentes rubriques, donc certaines que j'ai évoquées, mais il y en a également plus. Donc, vous pouvez suivre celles qui peuvent vous intéresser, en particulier la vie étudiante et puis les interventions de professionnels qui évoquent justement leurs études à l'université en sciences économiques. Je vous remercie et bonne soirée.